Comme promis, je présente aujourd'hui les principes essentiels de la psyché humaine, sur la base desquels la psychologie s'est organisée en tant que science. Juste que, en parlant de principes, on touche déjà la dimension spirituelle de la psychologie. Les principes sont ce qui unifie tout, toutes les manifestations énergétiques. L'unité est le premier principe de l'univers et en même temps la valeur centrale de toute pratique spirituelle. C'est également une valeur que la science moderne ne peut l'ignorer. Par conséquent, on peut ainsi comprendre l'essence des processus psychiques et construire des explications sur les causes qui produisent certains effets dans les activités psychiques. Le premier principe qui ressort lorsqu'on commence à définir le psychisme, c'est le principe de signalisation, qui permet la transmission d'informations. L'information circule constamment entre nos parties psychiques et ce flux assure l'autorégulation de l'ensemble du système. En fait, l'autorégulation est déjà un autre principe, qui est si étroitement lié au principe de signalisation, qu'on pourrait dire qu'ils forment un couple. Bien sûr, l'échange d'informations s'effectue également avec notre milieu, car le principe qui assure la circulation de l'information, c'est un principe universel. Il assure les relations entre les éléments qui composent le système universel. Ces deux principes de circulation et d'autorégulation mettent en évidence la présence d'un autre principe. Il s'agit du principe de cause à effet. C'est-à-dire, quelque chose est apparu, après que quelque chose d'autre ait déclenché un certain processus. Il y a donc déjà trois principes qui agissent simultanément. La triade est un facteur qui gère le processus créatif. C'est l'une des lois de la création, qu'on peut la ressentir personnellement grâce aux capacités de notre langage symbolique, qui reflète les lois universelles. C'est le langage spécifique et pratique spirituelle. Les sages l'ont adopté car notre subconscient le connaît très bien. Depuis l'Antiquité, ils l'ont senti. Si on parle de la triade, les sages mystiques ont déjà ressenti intuitivement sa présence depuis très longtemps, et son symbole apparaît très souvent dans les récits mythologiques. Par exemple, le triskel, le symbole que j'ai choisi pour illustrer cette vidéo, représente exactement la loi de la triade. Le triskel est le symbole du vol cosmique, de la ligne mystique qui unit secrètement le ciel et la terre. C'est-à-dire le transcendant où les valeurs et les principes vivent, se unit avec l'immanence, des formes énergétiques manifestes. Le principe détermine les formes que prendront les énergies. Il a la puissance de fécondation. Il indique une direction de croissance. Le principe sert généralement une valeur, il est attaché à une valeur. La valeur a le pouvoir de fécondité. Elle attire les énergies qui l'entourent, elle les rassemble. Et dès que ce principe est en harmonie avec sa valeur, l'énergie créatrice est spontanément activée. Le résultat de ce processus créatif est chaque forme du monde manifestée, y compris l'âme humaine. Dans la mythologie hindoue, ce processus d'harmonisation est représenté par le couple divin Shiva-Shakti. Le troisième élément de la triade est même l'énergie créatrice qui apparaît à la suite de cette unification. Cette énergie est déjà quelque chose de très différent de l'énergie de chacun d'eux, pris séparément. Leurs fils Ganesha et Kartikeya peuvent être facilement reconnus dans les processus manifestes du psychisme humain. Ainsi le couple Shiva-Shakti symbolise le même processus spirituel que le symbole celtique, le triskel.
Voici donc comment les symboles mythologiques apportent à l'homme une réponse à ses questions sur la cause et l'origine de sa vie. L'homme a toujours cherché la cause originelle de ce que se passe. Il se demande qui est le premier émetteur de l'information. Et la triade apporte une réponse symbolique à ces questions. Parce que si l'on s'en tient simplement à l'analyse de la réalité manifeste, aucun des phénomènes psychiques que j'ai décrits précédemment, dans le post antérieur où j'ai listé les éléments du psychisme humain, ne remplit les conditions pour être considéré comme la cause essentielle et ultime de tout ce qui se manifeste. Nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos actions, nous ne sommes pas nos émotions. On ne peut même pas nous identifier de manière satisfaisante aux traits de caractère. Il semble que cette cause soit quelque chose caché dans un espace inaccessible à la connaissance ordinaire, même si on ressent sa présence dans chaque de nos gestes. Cette première cause qui sous-tend l'existence humaine est si mystérieuse de sorte que les sages ont décidé que c'était quelque chose de mystique, c'est-à-dire quelque chose de transcendantal. Ainsi, avançant sur le chemin du langage symbolique, la naissance de l'homme et la naissance de l'univers semblent avoir la même cause. Rationnellement parlant, c'est la projection de l'homme, qui ne peut rien savoir d'autre que ce qu'il sait de lui-même. On n'a pas l'autre solution. De là est apparue l'idée d'une divinité primordiale déclenchant la création de l'univers, dont l'homme fait également partie. C'est ainsi que l'image de Dieu est apparue, bien qu'elle parle de quelque chose qui ne peut être capturé par une image ou par un mot. Toute image ou tout mot limite déjà l'absolu et l'infini supposés être des attributs essentiels de la divinité. C'est juste que ce que les théories mystiques ont désigné comme étant d'origine divine, les théories psychologiques modernes l'ont désigné comme étant d'origine archétypale. L'espace archétypal est l'espace des possibilités qui attendent de se matérialiser. Là se trouvent les programmes naturels de la vie, mais aussi nos dot d'informations, collectées de manière transgénérationnelle. Mais je précise, on parle juste de possibilités, qui se situent encore dans l'espace idéal. Ainsi le mystère de la cause transcendantale est bien préservé et respecté, puisque sa présence ne peut être ignorée. La cause mystérieuse qui produit la naissance d'un être humain est cette force archétypale de la nature, qui a déjà préparé les programmes à travers lesquels elle se révélera sous des formes manifestes. Voilà donc l'origine de notre âme. Celle que la psychologie, pour des raisons méthodologiques, appelle psyché ou psychisme. De cette façon, il est plus facile à l'analyser, et on peut voir ses composantes, mais aussi le processus dans lequel notre âme se développe et révèle progressivement ses possibilités archétypales. Connaissant sa structure et sa dynamique, le monde personnel acquiert un sens et devient contrôlable. Freud a dit que le but de l'homme est la recherche du plaisir. Oui, nous recherchons tout le plaisir qui apporte le bonheur. Mais pour atteindre le bonheur, nous devons conquérir notre pouvoir, et gérer, aussi consciemment que possible, notre volonté. Honnêtement, là où Freud a vu des tendances à satisfaire les pulsions sexuelles, dans ma pratique j'ai vu les tendances à renforcer la volonté. Personne ne meurt à cause de l'abstinence sexuelle, mais une faible volonté peut entraîner la mort. Il est vrai que la volonté se manifeste aussi à travers la sexualité, mais c'est bien plus que cela. C'est une loi de la nature, que l'on retrouve même dans le monde végétal. Par exemple, la plante la plus forte conquiert le plus d'espace autour d'elle. Et l'homme dispose pour cela de possibilités privilégiées,
offerte par sa conscience. Nous pouvons, donc, développer notre volonté, simplement en la décidant. Par une décision ferme, nous pouvons déjà activer les forces archétypales dont nous disposons. Mais une décision forte est conditionnée par l'unité harmonieuse de tous les éléments qui composent le psychisme humain. C'est pourquoi il est important de les connaître et se relier consciemment à eux.